L'agglomération parisienne, une immense métropole. Des centaines de communes, des millions d'habitants. Et au milieu, méandre un fleuve. Chaque jour, cette métropole produit des millions de mètres cubes d'eau usée. Et chaque jour, des millions de mètres cubes d'eau doivent être dépollués avant qu'ils ne soient rejetés dans la Seine. Plus des 3/4 des eaux usées de l'agglomération parisienne sont ainsi traitées par l'usine Seine-Aval. Implantée non loin d'Achères, au nord-ouest de la capitale, cette usine de dépollution du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, est la plus importante d'Europe, la deuxième au monde, après celle de Chicago. Soucieux de la réglementation, le SIAP a décidé dès le début des années 2000 de s'attaquer aux pollutions azotées jusqu'alors non traitées par Seine-Aval. Afin de bâtir l'outil extrêmement performant et parfaitement sécurisé qu'il désire, il lance un concours en 2001. Parmi les concurrents qui y répondent figure un groupement formé des épurateurs OTV France et De Grémont, de l'architecte Luc Wessmann, des entreprises de génie civil Campenon Bernard TP, GTM GCS et Eiffage TP. En octobre 2002, ce groupement remporte ce qui est alors, avec 390 millions d'euros, le plus grand marché public de France. Il dispose d'une entière délégation de maîtrise d'œuvre, mais aussi d'un délai ultra serré. Couvrant une superficie de 35 hectares, le chantier s'ouvre le 4 juillet 2004. Il doit être bouclé en 30 mois et l'usine doit fonctionner en régime établi 33 mois après cette date. Le peu de temps disponible commande toute l'organisation et la méthode de travail, depuis la conception jusqu'à la réalisation de la nouvelle unité. Les études ont démarré dès novembre 2002. Dans une volonté de conception intégrée, sans cloisonnement entre les métiers, tout le monde se retrouve sur le même plateau. Mandataires, maîtres d'œuvre, architectes, génie civiliste, processmen, automaticiens, mécaniciens, électriciens et spécialistes de tout métier. Ensemble, ils vont générer pas moins de 58 500 documents et dresser pas moins de 7000 plans. À l'arrivée du Carnot dans le bâtiment technique. Le défi principal ne vient pas du procédé de traitement de la pollution azotée. Les méthodes de nitrification et dénitrification par Biostir et Biofor, brevetées par les épurateurs et bien connues du SIAP, sont parfaitement efficaces, totalement maîtrisées. La difficulté essentielle est d'ordre purement hydraulique. Elle tient tout entier dans une seule donnée. Jusqu'à 52 000 litres à la seconde devront transiter en continu dans l'usine. Et c'est à l'aune de cet incroyable débit que doivent être dimensionnés tous les ouvrages et équipements de l'usine. C'est pourquoi, dès le début 2003, une maquette dynamique au 50e des liaisons hydrauliques est testée en laboratoire à Grenoble. Première aspiration, le courant doit tourner. Parallèlement, l'organisation du chantier, le phasage des travaux ont longuement été réfléchis, mûris et mis au point. En octobre 2004, les premiers bétons sont coulés, mais délai restreint oblige, il est impossible de procéder d'une manière classique. D'abord, le gros œuvre, tout le gros œuvre. Puis le second œuvre, tout le second œuvre. Avant, enfin, de passer à l'équipement. Ici, moins de confort, moins de facilité. Le calendrier exige que tous les métiers puissent avancer de front. Concrètement, le chantier progresse d'ouest en est. Alors que le gros œuvre est en cours, certains équipements importants, tels les tours de désodorisation et les ballons de pressurisation, sont installés dans l'ouvrage. Il peut descendre ? Et tandis que l'on s'active sur le chantier, la fonderie de 1591 vannes papillons, dont les plus grandes mesurent 1400 mm de diamètre, est en cours à Albacete, en Espagne, où l'on usine également les pièces. Ailleurs, en Alsace, en Vendée, dans le Gard et en région parisienne, on coupe, on meule, on soude, pour réaliser la préfabrication de plus de 1000 tonnes de tuyauterie et de métallerie. Mettez-le bien là-haut, les gars.
Sur le chantier, en juillet 2005, aussitôt la première tranche de gros œuvre finie, les métiers de corps d'état secondaire s'attaquent à la façade et à la couverture, tandis qu'au sous-sol, bien à l'abri, les épurateurs se lancent déjà dans l'équipement de la première zone Biosty. Dans la même foulée, un bloc plus à l'est, le gros œuvre du deuxième tronçon de l'usine est en voie d'achèvement. En pointe, 1200 personnes sont mobilisées sur le chantier. Pas moins de 17 grues à tour font feu de toutes leurs flèches. 2 centrales à béton conjuguent leurs efforts pour produire jusqu'à 1000 mètres cubes de béton par jour. Et du matin jusqu'au soir, une noria d'une 50aine de camions d'agrégats vient inlassablement ajouter son grain de sel à l'ouvrage. Qu'un tel chantier fonctionne et tourne correctement, sans heurts ni blocage, ne tient pas du miracle, mais d'un sens certain de l'anticipation, de l'organisation et de la communication. Tout a été étudié, préparé en amont. Un véritable storyboard du déroulement des opérations a même été réalisé. Un cahier de plans définit semaine par semaine la zone où chacun doit travailler et les différents accès qui lui sont réservés. Des fenêtres très étroites de livraison des machines sont planifiées de concert. Sans une parfaite coordination des intervenants et un choix de méthodes novatrices, les délais ne pourraient être tenus. Toujours dans la perspective de gagner du temps sur le temps, il a été décidé de préfabriquer de nombreux éléments de structure de l'usine. C'est à un gigantesque Lego que se sont préparés les bâtisseurs. Préfabriquer des bétons et des cages d'armature n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est réellement novateur, c'est de réaliser d'un bloc des éléments comportant et du béton et des équipements. D'habitude, cela ne se fait jamais. On laisse un emplacement vide dans la pièce de béton, puis on y installe et scelle les équipements. Préfabriquer l'ensemble demande d'innombrables réunions entre les épurateurs et le génie civil, mais au final permet un gain de temps et de qualité considérable. Chacun, et le client en premier lieu, y retrouve son compte. À l'extérieur, en usine, sont réalisées toutes les pièces nécessitant une production dans un environnement industriel. Il en est ainsi des planchers filtrants des Biostyrr et des Biofor, préfabriqués pour ainsi dire au bout de la rue, à Conflans. Dans le Maine-et-Loire, le Finistère et le Haut-Rhin, on préfabrique les parements architectoniques. À Châteauroux se construisent les 4 énormes machines qui, en tournant à plus de 2000 tours par minute, serviront à centrifuger les boues. Mais il n'y a pas qu'en France qu'on travaille pour Seine-Aval. Ainsi, au Danemark, sont fabriqués des turbocompresseurs qui délivreront les 250 000 mètres cubes d'air par heure nécessaires à la vie des bactéries. En Allemagne, on réalise des pompes de très forte puissance, capables ensemble de remplir une piscine olympique en 30 secondes. Avant livraison, tout ce matériel sera méticuleusement inspecté, éprouvé et recetté chez les fournisseurs afin de s'assurer qu'ils parviennent sur le chantier dans les délais et les standards de qualité imposés. La mobilisation générale n'est pas qu'industrielle. En Toscane, Jean-Paul Philippe façonne et sculpte les pierres qui viendront donner à la nouvelle usine une dimension de chef-d'œuvre. Allez, on y va. Pendant ce temps, à Seine-Aval, élément après élément, pièce après pièce, le Lego s'assemble. Tranche après tranche, le chantier avance, cap plein est. À Mulhouse, une plateforme d'essai est constituée. Tous les automates sont mis en réseau. On fait fonctionner virtuellement l'usine. 6 mois durant, de mars à septembre 2006, on teste tous les modes de fonctionnement automatique et on met les équipements en panne pour tester les réactions. On peaufine les programmes pour assurer le bon fonctionnement. Anticiper sur d'éventuelles difficultés d'ordre hydraulique est d'autant plus important que cette nouvelle unité de Seine-Aval se situe au bout du réseau d'égouts de l'agglomération parisienne. Un cul-de-sac, sans exutoire.
Gérer un flux de 52 000 litres à la seconde, très bien. Mais que se passerait-il en cas de problème? Par exemple, en cas de coup de bélier dans les carnets d'alimentation, ou bien en cas de perte brutale d'énergie. Comment faire pour arrêter ce train en marche, sans dégâts? Tous les essais effectués sur la maquette, toutes les pannes simulées donnent la même réponse. Les équipements et les automatismes imaginés et calculés par les épurateurs permettent de faire face à toutes les circonstances d'exploitation, même les pires. Sur le papier, l'usine fonctionne. En modèle réduit, elle continue à fonctionner. En somme, ne reste plus qu'à voir la manière dont elle fonctionnera réellement. Les filtres Biostyr sont prêts. Pour les remplir, la quantité extravagante de 1358 milliards de petites billes de polystyrène, soit un volume de 51 000 mètres cubes, a été expansée en Normandie avant d'être transportée sur le site de l'usine. Les filtres Biofor, quant à eux, ont nécessité près de 5000 tonnes de petites billes d'argile expansées. C'est sur ce support, acheminé depuis l'Allemagne, que se fixeront les bactéries de dénitrification. Le 30 novembre 2006, alors que maintenant l'ensemble du gros œuvre est terminé, et tandis que les travaux de second œuvre se poursuivent, a lieu la première mise en eau. Celle-ci a été minutieusement préparée et phasée pour une mise en charge progressive de la biologie. Précédée de tests, notamment des tests d'étanchéité et des tests de bullage, cette mise en eau s'effectue d'ouest en est. Long d'1 kilomètre, large de 10 mètres, profond de 5 mètres, l'impressionnant canal d'Amné, construit entre l'usine existante de Seine-Aval et la nouvelle unité de traitement, était assez large pour que s'y croisent effectivement des camions de chantier. Maintenant, il est de taille à faire circuler des millions de litres d'eau à la vitesse d'un homme au petit trot. Quelques jours plus tard, le 8 décembre 2006, le process de filtration est mis en route. Toujours en allant d'ouest en est, les 3 blocs Biostyr sont successivement mis en eau. Le bloc Biofor et les turbines de récupération d'énergie intègrent dans la foulée le circuit. Résultat de bactéries serviables, de technologies de pointe et de pas mal d'ingéniosité, les processus de nitrification et de dénitrification recherchés s'amorcent. Parcimonieusement aérés et lavés, les filtres s'ensemencent en colonisant des milliards de bactéries. Alors que les travaux de construction se sont achevés fin janvier 2007, seulement 51 mois après l'ordre de service d'études, l'ensemble du process tourne dès la fin avril. Le transfert de l'exploitation de la nouvelle unité vers le SIAP a été anticipé de longue date. Parmi les quelques 700 réunions auxquelles a donné lieu le projet, pas moins d'une quarantaine ont été consacrées à l'organisation de la future exploitation. De plus, la formation des futurs exploitants a été prise en charge et menée à bien après avoir concerné une centaine de personnes. Les épurateurs ont d'abord piloté l'usine seuls. Puis, petit à petit, l'exploitant a pris les manettes en main. Un temps en conduite accompagnée, il a rapidement acquis de plus en plus d'autonomie. Le SIAP voulait que l'usine soit facile à exploiter. Elle l'est. Dès le départ, l'équipe de conception a intégré une ergonomie afin de mettre au point un outil adapté à l'homme et non, comme c'est généralement le cas, l'inverse, un outil auquel l'homme devra s'adapter. Résultat, 28 personnes suffisent à faire fonctionner l'usine et à la maintenir en 2/8 de 6h à 21h. La nuit, elle tourne toute seule sous la surveillance distante du poste de conduite de l'usine existante. Le SIAP voulait une usine zéro nuisance, ni sonore ni olfactive. Elle est effectivement zéro nuisance. Le SIAP voulait une usine intégrée dans l'environnement. Regardez et appréciez par vous-même. On est bien loin des stations d'épuration d'antan. Rarement, une usine aura demandé aux entreprises l'exécution d'une architecture aussi raffinée. Rarement, un équipement industriel n'aura si joliment pris place dans la nature.
Dessiné par Luc Wessmann, le projet a été conçu dans la recherche d'une cohérence réelle entre les dimensions paysagères, techniques et architecturales que suppose une usine de cette ampleur. L'architecte a mis en avant la recherche d'une lisibilité de la mise en espace des canaux, des liaisons hydrauliques et des différentes fonctions de l'usine, en résonance avec le paysage naturel environnant. Résultat, l'usine flirte tout simplement avec l'art. Ce flirt est d'autant plus poussé que le sculpteur Jean-Paul Philippe a parsemé le lieu d'œuvre monumental. Ici, sur le mur intérieur du hall d'entrée, l'artiste a symbolisé le cycle de l'azote. Il n'y a plus de polluants et la scène a retrouvé une qualité qu'elle avait perdue depuis des décennies. Là, sur les parements des bassins, l'artiste a représenté l'intérieur des filtres qui s'animent au gré de la lumière, selon la course du soleil, donnant vie aux parois minérales. Tandis que le process de filtration se révèle comme du grand art, l'usine intègre un parcours de visite. Premier de ses visiteurs, M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durable, venu le 29 juin 2007 inaugurer la nouvelle unité de nitrification-dénitrification. Je trouve que c'est une œuvre tout à fait remarquable et nous avons besoin de vous dans tous les secteurs de nos activités. Quelle vitrine unique, précieuse preuve de la volonté de rattrapage, écrit-il sur le livre d'or. Gardez-la bien, protégez-la et soyez-en fiers. Cette fierté touche particulièrement les concepteurs et les constructeurs de l'usine. Elle salue la réalisation d'un travail, d'une volonté, d'une œuvre collective. Fin novembre 2007, après 10 mois de mise en route et d'observation, l'exploitant a réceptionné un équipement particulièrement efficace pour le traitement de la pollution azotée. Désormais, en aval de Paris, méandre une Seine encore mieux protégée. Épurateurs, processmen, automaticiens, électriciens, mécaniciens, tuyauteurs, metteurs en route, génie civilistes, paysagistes, architectes, ergonomes, mandataires, maîtres d'œuvre, sculpteurs. Toute l'équipe du groupement, de ses fournisseurs et de ses sous-traitants est particulièrement fière d'avoir contribué à ce résultat. 3000 personnes se sont croisées sur le chantier. Au total, 8 à 10 000 personnes auront, de près ou de loin, participé à la réalisation de la nouvelle unité de nitrification-dénitrification. 8 à 10 000 personnes se partagent les lauriers de cette belle réussite.